Bonjour à tous, bienvenue sur Kinefit Studio. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, encore avec un kiné, Brian. Bonjour Brian. Ouais, salut Mathieu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, je t'ai découvert par Instagram. Je trouvais que tu faisais du contenu vraiment super intéressant, super motivant et qui change de ce qu'on peut voir habituellement du contenu kiné. Donc, tu m'avais envoyé un message et puis du coup, je me suis dit, mais l'occasion est trop belle. Donc, t'as accepté directement l'invitation. Donc, ça, c'est vraiment hyper chouette. Et comme ça, on peut voir un petit peu, pour cadrer un petit peu, pour expliquer. Moi, de ce que j'ai compris, je vois que tu es kiné initialement. Est-ce que tu te considères toujours comme kiné? Ça, tu pourras y répondre après. Et donc, tu fais du suivi à distance. Donc, on pourrait dire des téléconsultations, mais je pense que c'est un peu plus que ça. Et voilà plus ou moins ce que j'ai compris. J'en ai compris un petit peu plus, mais on va vraiment partir de la base, pas aller trop dans le technique non plus, parce que le but, c'est que ce soit des kinés qui regardent cette vidéo. Donc, il faudrait peut-être pas non plus aller trop dans l'acquisition, tunnel, niche, etc. Mais peut-être rester en surface, expliquer ce qu'on peut faire, euh, même quand on est kiné, en faisant en travaillant en ligne, justement. Donc, vas-y, je te laisse nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et, euh, et puis nous présenter quel est ton modèle particulier, ton modèle économique un peu particulier. Ouais. Moi, c'est Brian, du coup, j'ai 29 ans, là, récemment, j'ai eu 29 ans. J'ai été diplômé de l'école de Toulouse en 2021 et je suis kiné, du coup, et je suis toujours kiné, je me considère toujours kiné. Même si j'exerce aujourd'hui de façon différente, de façon un peu moins conventionnelle, un peu différente de ce qu'on a tendance à voir sur la kiné classique, au moins en France. Pardon. Je me considère toujours kiné et j'utilise toujours mes compétences de kiné, mais peut-être dans un autre cadre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je présente rapidement mon parcours. En gros, j'étais diplômé en 2021. Depuis le début, je savais que je voulais poursuivre l'excellence dans ce que je faisais, dans les résultats que je voulais apporter, mais aussi dans ma façon de travailler. Et très vite, en cabinet, je me suis rendu compte, à force de me former aussi, que je sentais que moi, je voulais grandir, grandir, grandir dans tout ce que je faisais, mais je n'étais pas dans un contexte qui me permettait de grandir en termes de ce que je voulais appliquer avec mes patients, en termes de moyens, en termes aussi de revenus, ce que j'avais en échange, et en termes des conditions de vie que j'avais en retour. Il y avait quelque chose qui ne clochait pas. À l'époque, je n'arrivais pas trop à mettre les mots dessus. Là, de plus en plus, en prenant du recul, j'arrive à comprendre la situation que je vivais avant. Mais petit à petit, je me suis lancé, comme ça, c'est venu un peu euh, tout seul sur les suivis plus réhab, axés sur le retour à la performance sans douleur, en évitant les rechutes, par exemple, plus dans les sports de force. Petit à petit, j'ai développé ça un peu au début en essayant et de plus en plus en me prenant au sérieux et en voyant du coup comment je pouvais développer une vraie activité à partir de ça qui me permettait, moi, peut-être pas dans la case du médical, mais de exercer certaines compétences que j'ai en tant que kiné, certaines connaissances que j'ai en tant que kiné et compétences aussi et une expertise, d'aider une certaine population qui était complètement délaissée pour pour atteindre ces objectifs-là. Ok, Donc, ouais, top. j'ai lancé ça en 2023 et là, ça fait du coup 3 ans, 2 ans et demi que je vis complètement de ça. Allez, super. Donc, tu as complètement remis les clés de ton cabinet. Là, tu fais que des suivis à distance. Ouais, c'est Allez, exactement ça, ouais. ça, c'est vraiment génial. Au niveau des personnes que tu suis, donc j'ai compris que c'était des personnes dans les sports de force, de l'haltérophilie, du power? Du power, ouais, plutôt. D'accord. Ok. Et donc, toi-même, tu es pratiquant, c'est ça? Ouais, là, Donc, en ce c'est. moment-là, beaucoup de taf, donc on, on s'entraîne pour être bien, mais D'accord. plus compétiteur dans mon cas. D'accord, bah, c'est génial ça. Et du coup, tu as senti qu'il y avait un manque de. Tu as senti qu'il y avait une brèche, qu'il y avait pas, il y avait des personnes qui manquaient de moyens, qui manquaient de personnes qualifiées, de personnel qualifié pour les aider dans le retour à la performance. C'est plus ou moins ça? Exactement. C'est ça, Ouais. en fait, je travaille avec des personnes qui, en fait, vont très bien dans la vie de tous les jours, qui n'ont pas de douleur ou peuvent avoir des douleurs en conséquence des gros entraînements qu'ils font. Mais en gros, le gap pour eux, c'est entre le moment où ils arrivent à revenir à la salle et qu'ils arrivent au plus gros niveau de performance. Ils n'arrivent pas à faire cette dernière phase-là. En Mhm. général, je les récupère quand ils ont déjà vu un kiné qui a déjà modulé les symptômes, qui a déjà écarté les red flags, etc. Moi, je fais quand même du travail à ce niveau-là pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème et Mhm. que je peux prendre en charge la personne, moi. Mhm. Mais je rentre dans cette dernière partie de réathlétisation et d'habituer son corps aussi à tolérer les plus grosses contraintes pour qu'il n'ait pas mal.
D'accord. Ok, hyper intéressant. Et là, du coup, je vois un peu où tu veux en venir quand tu disais que tu manquais de certains moyens au cabinet, c'est-à-dire soit par rapport à l'implication, par rapport au timing des séances, et du coup, l'implication du patient. J'ai le sentiment que, du coup, tes clients, tu les appelles des clients ou des patients en ligne? Là, c'est plus des clients. Officiellement, D'accord. c'est des clients, mais bon, parfois, tu sais, je dis aussi patient. Ouais. Moi, je me prends pas trop la tête à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus stricts. Je Mhm. pense qu'on devrait tous exercer d'une façon un peu plus libre et arrêter de se prendre un peu la tête de ce côté-là. Ouais, surtout que c'est du détail finalement. Mais Ouais. du coup, tes clients actuels, eux, ils sont peut-être, j'imagine qu'ils sont plus autonomes, qui sont plus impliqués aussi peut-être que des patients. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette différence de la population que tu suis et comment aussi tu as décidé que tu voulais changer ta pratique et des choses que tu ne voulais plus du cabinet vis-à-vis de ton suivi en ligne? Ouais. Alors, de ce côté-là, il y a pas mal de choses. Déjà, moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est pas de la chance, de tomber dans une niche, aussi parce que je pratiquais ce sport-là, qui est hyper autonome, de un, Mhm. et de deux, qui est déjà habitué au distanciel. Parce que tous les powerlifters se font coacher pour leur coaching en distance. Ils sont déjà Ouais. habitués au distanciel, au système de retour, au système de fonctionner en visio, de corriger les exercices en visio ou par WhatsApp en faisant un retour vidéo. Ils sont hyper habitués à ça. Donc, de ce côté-là, le travail est hyper simple, forcément. Mhm. Le côté implication, dès qu'on fait payer les gens, forcément, il y a plus d'implication. Donc, Mhm. je ne sais pas jusqu'à quel point c'est propre à mes clients ou pas. Moi aussi, forcément, de par ma façon de communiquer, le message que je transmets, où il n'y a pas de solution facile, c'est Mhm. tu dois te bouger le cul, être patient et appliquer ce qu'on fait en réhab. Mhm. Je pense que ça filtre aussi Ouais. un certain type de personnes qui peut-être chercheraient plus des solutions rapides et faciles, un peu la pilule Mhm. magique. Donc, je pense que le filtre, il se fait petit à petit de par la population que tu cibles et aussi de toi, comment tu es et le message que tu communiques. Plus le fait de faire payer, forcément. Ouais, Donc, ça, c'est sur le côté implication. Ouais. ouais, ouais. C'est vrai que le ticket à l'entrée, ça fait aussi une énorme différence. Et même finalement, le fait de tâtonner quand on cherche une solution, typiquement, retour, douleur, soulage, sur YouTube, j'imagine le titre, soulage ta douleur à l'overhead squat, non, en power, plutôt soulage ta douleur lombaire droite au squat grâce à ces trois astuces dans une vidéo YouTube. Ah, ça va pas être spécifique, ça va être quelque chose que tu vas faire un jour parce que tu lui accorderas la valeur que ça, c'est-à-dire une vidéo parmi des milliers perdues sur YouTube. Donc forcément, il y a ça aussi. Et ça peut être quelque chose qui peut être compliqué à comprendre, et même à la fois pour les kinés et surtout pour la population belge, française, qui a vraiment un rapport très malsain en fait avec l'argent. Je pense que les jeunes et encore, je pense que c'est peut-être parce que nous, on est un peu dans cette, dans le domaine un peu business, etc. On regarde ce qui se fait, et du coup, on est un peu décomplexé vis-à-vis de la question de l'argent. J'ai l'impression vraiment, enfin, en tout cas, je vois la mentalité française. En Belgique, c'est assez pareil. Et du coup, ça, c'est clair que c'est des choses qui font partie d'investir, en fait, hein. Quand tu fais vraiment le choix de mettre la main au portefeuille et tu te dis, tant pis si c'est pas remboursé par la Sécu, j'investis parce que c'est mon sport, c'est une compétition, etc. Et donc là, je suis obligé d'y aller. Je ne sais pas, toi, tu m'as dit que tu étais entre la France et l'Espagne, je ne sais pas si on peut le dire. Ouais, c'est ça, un endroit. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, en Andorre, par exemple, la mentalité à ce niveau. Alors, finalement, on est entre la France et l'Espagne, donc culturellement, c'est vrai qu'on est assez proche des pays européens, sur ça, il n'y a pas trop de différence. Mais ici, surtout dans les dernières années, il y a un gros boom du côté entrepreneurial. Il y a beaucoup d'entrepreneurs d'un point de vue qui ont des business en digital qui viennent s'installer ici. Parce qu'en termes de fiscalité, c'est plus intéressant. Cadre de vie est super et en termes de sécurité, c'est super safe, c'est un super cadre de vie. On est un peu loin de tout, mais à part ça, c'est un super cadre de vie. Donc, il y a le côté aussi, ce côté-là qui peut-être change. Mais culturellement, on a la même culture qu'en France, en Espagne, on est un peu entre les deux. Donc, le rapport à l'argent est similaire sur ça. Moi, par exemple, je viens d'une famille où on a aussi ce rapport-là à l'argent, où c'était compliqué d'investir, etc. Finalement, sur les dernières années, forcément, mon rapport à l'argent a complètement changé depuis que je me suis lancé et il a évolué. Mais je viens de ce domaine-là aussi, donc je peux comprendre.
Et alors, justement, par rapport à ça, tu t'étais d'abord déconventionné dans ta pratique libérale, ta pratique cabinet, où tu as directement commencé en ligne et c'est là que tu as commencé à avoir des prix qui valorisaient mieux ton expertise. Ouais. Moi, j'ai commencé en ligne et j'avais vraiment envie de le développer. Je me voyais faire une mi-temps au début, de me dire ça serait cool de le développer sur une mi-temps, etc. Et bon, il s'est trouvé que 4 mois après m'être lancé en ligne, j'avais déjà mes 2, 3 premiers clients. Donc, pas suffisamment pour vivre du tout. Mais à ce moment-là, je déménageais. Donc, j'allais quitter le cadre, mais le plan, c'était de trouver un nouveau cadre. Mhm. Et le temps de trouver un nouveau cadre, je me suis dit, est-ce que finalement, tu te donnes pas trop le temps? Enfin, est-ce que finalement, tu te donnes pas 6 mois pour développer le distanciel à fond? Peut-être faire une mi-temps, ou si ça marche bien, peut-être essayer de travailler de ça pleinement, si tu arrives à développer une activité là. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Brian, maintenant, c'est le moment où tu es un peu entre les deux. Peut-être jamais dans ta vie, tu vas avoir 3 mois devant toi ou 4 mois devant toi jusqu'à ce que tu trouves un nouveau cap pour vraiment développer ça. Donc, c'est maintenant ou jamais. J'avais la possibilité de le faire à ce moment-là, aussi pour d'autres contextes de vie. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est le seul moment de la vie où tu vas avoir cette opportunité-là sans devoir prendre la décision de j'arrête le cap comme ça. On peut toujours prendre des décisions et on peut toujours revenir en arrière, hein, c'est sûr. Mais c'était une opportunité à prendre et je l'ai pris. Je me suis donné l'opportunité. J'avais de l'argent de côté pour pouvoir avoir la tranquillité de vivre pendant ce temps-là de l'épargne que j'avais. Mhm. Et je me suis dit, vas-y, j'y vais à fond et on voit ce que ça donne. Trop bien, c'est vraiment la success story trop belle à entendre. Et puis même, ça, c'est réel, là, ton témoignage. S'il y a des kinés qui se disent je suis enchaîné, je peux même pas bouger, parce qu'il y a ça aussi hein, comme contexte, comme tu as dit, quand tu as un cabinet, c'est un lieu physique auquel tu es attaché. Donc, c'est clair que là, il y a des personnes qui peuvent se dire en fait, c'est possible. Brian, il est vivant, il est comme moi. Bon, certes, je le vois que sur mon téléphone, mais en fait, il a réussi à faire ça. Donc ça, Non, mais c'est vrai, c'est un truc. On voit toujours du contenu et on se dit oui. Enfin, on est tellement blasé de ce qu'on voit. On voit des trucs tellement impressionnants parfois et on se rend même pas compte de ce que c'est. Si on le voyait en vrai, on réaliserait comme c'est impressionnant. Et là, du coup, on se dit oui, bon, lui, il a fait ça, mais c'est le syndrome, comment on dit, le biais du survivant. C'est Ouais. le seul et l'unique qui a réussi. Mais en fait, voilà, Brian, il a fini la kiné à 21 ans, comme plein d'autres. Et puis, il a juste commencé. Donc, à un moment, il faut aussi mettre les choses en place comme toi. Bah, tu as dit que tu avais de l'épargne, donc pas tout de suite, pas se mettre la corde au cou, pas brûler les bateaux, vraiment faire quelque chose de raisonnable. Et puis après, à un moment, il y a que ça aussi. Il y a bosser et bosser intelligemment. Et justement, ça, c'est ce que j'allais te demander pour bosser intelligemment. Comment est-ce que tu as choisi ton modèle? Comment est-ce que tu l'as fait évoluer pour que tu puisses justement en vivre? Parce que j'imagine que tu as dû passer par la phase je fais un PDF à 7 euros. Peut-être pas, mais enfin, en tout cas, tu as dû faire Presque. t'as dû progressivement, graduellement changer ta façon de faire. Donc ça, ce serait intéressant que tu nous expliques, sans aller trop dans le technique, le comment, mais vraiment le quoi, et nous dire comment tu as fait. Ouais. Sur ça, un truc qui m'a beaucoup aidé, mais forcément, j'ai aussi pas perdu du temps parce que finalement, c'est des choses qui m'ont amené jusqu'à là, c'est de faire plein d'erreurs. Donc, si avec ce que je vais dire maintenant, je peux sauver du temps, des erreurs, de l'énergie mentale, de l'argent à pas mal de kinés qui pensent qu'il y a une solution magique, qu'il y a une solution facile, que vendre des programmes moins chers et les vendre à plein de monde, c'est la solution facile pour tout, faire des lancements, créer un site web ou autre. C'est des choses qui vont, comment dire, tout changer pour vous. Ne vous attendez pas à ça. Parce que si c'est dur et s'il y a peu de gens qui arrivent à le faire, c'est parce que le chemin au milieu, il est dur. S'il y a une option facile et tu crois que c'est la facilité et que ça va te faire gagner et qu'il faut la prendre, probablement, ce n'est pas l'option qui va t'amener vers là où tu veux aller. Okay, donc, moi, je suis passé par plein de phases. Okay, sur vendre des suivis au début. En soi, sur ça, je n'ai pas commencé trop bas. Hein, j'ai commencé à 100 euros. Mais en vendant au moins à la mensualité, c'est un truc que j'ai fait pendant 1 an et demi. En fait, c'est trop cool parce que j'avais de plus en plus de suivis. Mon business grandissait. Mais au fur et à mesure que j'avais de plus en plus de suivis, ben, les gens aussi partaient. Et mieux je travaillais, plus vite les gens partaient. Mm.
Et là, tu te dis, attends, mais je suis celui qui donne le plus de résultats. Comment c'est possible que je n'ai pas de plus en plus de clients? C'est parce qu'en fait, les nouveaux qui arrivent, c'est cool. Je peux avoir beaucoup de nouveaux. Mais comme j'ai des super résultats et je n'ai pas de process après de renouvellement ou je n'ai pas d'autres choses à proposer par la suite, ben, les gens, ils partent. En fait, je peux grandir en termes de nouveau, mais mon business, il stagne. Il ne grandit pas. Donc là, par exemple, quelque chose que j'ai fait depuis un an et demi surtout, c'est de, après la phase de réhab, commencer à proposer un certain type de client qui n'a pas d'objectif de compétition parce que ce n'est pas ce qui m'anime, de les suivre plus sur le long terme pour de l'entretien. Comme ça, j'ai une base de clients qui est stable pendant toute l'année. Et en fait, les nouveaux, ça ne permet que de grandir, pas de survivre. Donc, commencer à vendre au trimestre. Forcément, c'est ce que tu as dit. J'ai aussi pensé que le fait de vendre des programmes moins chers et de me dire, je vais vendre plus accessible parce que comme ça, les gens qui ne peuvent pas prendre un suivi, ils peuvent prendre mon programme. Et ça me fait un plus. C'est pas si facile que ça. Et même moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à vendre un suivi trimestriel à 600 euros qu'un programme à 60 euros. Parce que je sais que là, dans la première option, les résultats, ils y sont. Dans la deuxième option, c'est moins certain. Même si le programme, il peut être très bien. Il n'y a pas d'accompagnement. Ouais, complètement. Je vois ce que tu veux dire. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, sur ça, non. Mais juste retenez que pour les kinés qui peuvent écouter ça et qui, même en dehors du essentiel, hein, qui peut-être font autre chose en chaîne, ne pensez pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Ce n'est pas toujours le cas. Et probablement, s'il y a deux options devant vous, celle que vous devriez prendre, c'est celle qui vous fait peur et la plus difficile. Moi, celle qui me faisait peur, c'était de me dire, vas-y, je vais trouver un vrai système, un vrai business model qui a l'air moins beau que de vendre des programmes et de ne rien faire après. Mais c'est l'option à prendre si on veut développer quelque chose de sérieux et de durable. Et là, justement, ce que tu dis, ça me fait penser, je pense à l'accompagnement. J'imagine vraiment la situation de vouloir vendre un programme où le type est 100% autonome et du coup, toi, tu as l'impression que tu vas pouvoir en vendre 110, 100 000, etc. Et qu'il n'y a pas sky is the limit. Mais en fait, là, tu te rends vite compte qu'un client à 60, à 90, enfin à 90, à 150 ou 200 euros, c'est aussi dur de le signer, entre guillemets, enfin, c'est aussi dur qu'il l'achète et qu'il passe sa carte que d'acheter un programme à 600 euros finalement. Et comme tu l'as dit, tu trouves que c'est même plus facile de signer un client à 600 euros, surtout si c'est un client déjà convaincu. Comme tu as dit, il a déjà suivi ton accompagnement. Il sait ce que ça vaut et en fait, il se dit, bah ouais, ok, c'est une petite pièce, mais au moins j'ai ma tranquillité d'esprit. Je sais que Brian, il est dispo, il est pro et je sais que j'ai des résultats avec lui. Tu erres pas entre 2 réels Insta et 3 vidéos YouTube avec des conseils, enfin, pas forcément bidons, mais pas adaptés à toi en tout cas. Ouais, exactement. Et même, c'est toi être persuadé que tu fournis aux gens ce dont ils ont besoin et ce qui va leur donner les meilleurs résultats selon toi et ce qui a le plus de valeur pour toi. Et de l'autre côté, il faut aussi être honnête. Il y a des gens qui sont venus vers moi pour un suivi et je leur ai fait payer qu'un bilan plus programme en autonomie. Ça a été le cas là, il y a 2 semaines. J'ai un gars, un appel de vente. C'est un client que j'avais déjà eu avant et il arrivait avec les 600 euros sur la main. Il me dit, Brian, je vais être suivi. Je lui dis, OK, pas de souci, on fait le bilan, etc. On fait le bilan et je lui dis, mec, vraiment pour ton problème, prends pas un suivi trimestriel. Tu n'as pas besoin de moi. Je te fais payer le bilan, je te fais payer le programme. Donc là, pour le coup, je l'ai fait à 100 euros parce que c'est le tarif qu'il avait avant aussi. Et voilà, je laisse les 500 euros de côté parce que mon rapport à l'argent aussi a changé. Et je me dis, ben, c'est pas honnête de lui vendre un suivi, même si lui, il peut financer. Et comme ça, moi, j'ai la tranquillité de me dire, je suis capable de dire non à des gens qui n'ont pas besoin de ça, même si ça serait le plus rentable pour moi. Donc, quand je dis à quelqu'un, prends un suivi, c'est parce que vraiment profondément, je veux qu'il le prenne pour qu'il ait des résultats. Et parce que ça va l'aider. Et parce que je suis convaincu de pouvoir l'aider. Mais ça, c'est aussi parce que ton rapport à l'argent, la vente, il change complètement. Donc, moi, j'ai beaucoup moins de mal à vendre un suivi à 600 que de vendre un programme à 60. Je préfère dire à la personne, regarde, mets un peu de côté, reviens dans 3 mois vers moi si tu veux. Ouais, ça, c'est Parce que je préfère complètement. que tu prennes un suivi. Ouais, là, on voit qu'il y a vraiment le shift de je ne suis plus, en chien d'argent au point de signer tout le monde, tout et n'importe quoi et le plus possible. Et en fait, là, derrière, en fait,
on pourrait se dire, ouais, mais tu as perdu de l'argent, il aurait quand même été content avec son suivi à 600. Mais en fait, ce client, il est déjà satisfait. Il va revenir. Et quoi que tu proposes, il aura confiance dans ton business. Et puis, ça va être peut-être un bon témoignage supplémentaire qui va être de la preuve sociale, qui va rassurer les prochains clients. Donc, tout ça, faut le voir aussi sur une sorte d'effet cumulé très long terme. Je pense que ça, on ne l'apprend pas du tout. Nous, en Belgique, on n'a pas eu de cours de gestion en école de kiné. On nous balance comme ça, on nous catapulte comme kiné dans la nature. Tu t'enregistres vite, tu prends un numéro d'entreprise et puis après, tu commences à travailler, mais tu n'as jamais fait de comptabilité de ta vie, en fait. Et si tu n'as pas ta comptable ou ton comptable qui te sauve au début pour commencer, tu fais vraiment n'importe quoi. Et ce qui est vraiment une catastrophe, en fait, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce truc de marketing, de vente, etc. En fait, de créer une relation. Par exemple, nous, on est habitué à avoir notre prestation et nos honoraires. Parfois, ils n'arrivent même pas. Mais par exemple, quand tu es dans le commerce, bah, tu as 1000 clients qui vont rentrer, 1000 prospects, on va dire, qui vont rentrer dans ton magasin sur la journée, mais tous ne vont pas être clients, tous ne vont pas acheter. Et en fait, le rôle du commerçant, il le sait, bah, c'est à chaque fois d'être quand même souriant parce que derrière, même ceux qui n'achètent pas, il va y avoir ce Ah, mais je me souviens, il était sympa, il était poli, il avait l'air professionnel et la boutique sentait bon. Et même s'ils n'ont pas acheté cette fois-là, ça crée cette inertie de réputation. Et inversement également, bah, un client déçu, c'est 10 que tu ne verras jamais parce que un mauvais avis, c'est la même chose sur Internet, bah, c'est un mauvais avis qui va faire fuir d'autres clients. Tu vas dire, ah oui, mais la boulangerie, là-bas, ils sentent mauvais, en plus, ils sont désagréables. Et du coup, tu iras d'office pas sans essayer. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Je suppose qu'en France, c'est pareil. Et du coup, tu as fait tes études en Andorre ou en France? À Toulouse, ouais, en France. À Toulouse. Oui, ok, tu l'as dit, Ouais, pardon. Et du coup, t'inquiète. ouais, forcément, j'imagine que pareil, on n'apprend pas aux kinés à devenir des indépendants, des entrepreneurs, finalement, des chefs d'entreprise, parce que c'est ça, à un moment donné, il y a une colonne, enfin, même bêtement, le truc, il y a la colonne rentrée, il y a la colonne sortie, même ça, on ne le fait pas, en fait. On n'apprend pas à gérer une entreprise, en fait. Ouais. Même en fait, tu n'as presque aucune possibilité à l'entrepreneuriat en soi ou le fait d'être chef d'entreprise ou à t'intéresser à ça, tu n'as aucun intérêt en libéral parce que de toute façon, tu as la séance qui est à 17 euros. Et sauf si tu es titulaire d'un cabinet et que tu veux monter ton entreprise à partir du fait d'avoir des assistants, etc. Et peut-être proposer d'autres choses en cabinet, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, en kiné conventionné, tu n'as aucun intérêt à apprendre ça. Et je pense qu'eux aussi n'ont aucun intérêt à que nous, on l'apprenne. Parce que comme ça, on reste Ouais, ouais. bien dépendant du système. Ouais, bien vu. C'est clair. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression de le voir de plus en plus, ou alors est-ce que c'est mon algorithme qui comprend que ça me parle, mais je pense que il va peut-être y avoir de plus en plus de kinés déconventionnés. Mais de nouveau, c'est peut-être un biais algorithmique, hein, j'en sais rien, mais c'est clair qu'il y a un énorme problème. En Belgique, on est un peu mieux rémunéré qu'en France, mais c'est clair que de nouveau, tu es capé à la séance, donc tu es capé au nombre de séances par jour, et à un moment donné, tu arrêtes de travailler, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Donc après, tu commences à avoir une relation malsaine avec l'argent. Tu te dis, oui, mais si je pars en vacances, en plus de gagner zéro, je perds. Donc, Ouais. tu pètes le cerveau, en fait. Et c'est très, très malsain parce que alors là, tu commences à rentrer dans une optique. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai quand même envie de fournir un service de qualité, mais j'ai pas envie j'aimerais bien vivre de mon activité. Moi, personnellement, je suis encore conventionné, mais c'est des choses auxquelles je réfléchis. Je sais qu'il y a moyen de faire du hors nomenclature, mais j'ai pas encore beaucoup creusé la question. Tu l'as mentionné. Est-ce que toi, tu as pratiqué ça? Oui, du coup, avec les suivis à distance. Ok. Donc au début, quand j'étais au cabinet, c'était du hors nomenclature, mais très vite, je me suis déconventionné. Donc Mhm. il y a eu une petite période où c'était du hors nomenclature. Ok, ok, très bien. Tu parlais aussi par rapport au nombre de clients, ta base de données, etc. Est-ce que tu te donnes un max de clients à suivre en parallèle pour éviter justement d'être surchargé, d'être encore un peu libre de ton temps? En fonction des priorités, là, actuellement, dans l'équipe, on est 37 clients. Donc, il y en a 20 qui sont avec moi et le reste sont délégués, Ok. par Donc exemple. tu travailles Un avec. peu plus qui sont avec moi. Avec d'autres Ok. kinés, ouais. Ok, super intéressant ça. Tu peux en parler justement? Je ne soupçonnais même pas ça.
Ouais, en fait, au début, j'ai commencé à grandir, grandir, grandir. Je me suis rendu compte que je voulais pas faire que des suivis réhab et que je voulais avoir le côté communication, de continuer de me le mettre en avant. À ce moment-là, j'ai aussi rencontré d'autres kinés qui se sont formés avec moi et Mhm. qui avaient envie de se lancer sur le distanciel et d'en faire, mais qui n'avaient pas forcément envie de devoir, eux, avoir l'acquisition client, etc. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, c'est que c'est moi qui s'occupe de l'acquisition client, communication, etc. Et à côté, c'est eux qui font la partie seulement réhab. Donc là, Mhm. comment on fonctionne, par exemple, dans l'équipe, c'est qu'on est tous les trois dans un groupe WhatsApp, le kiné, le client et moi. Moi, je suis plus dans la supervision pour m'assurer que tout se passe bien et dans les moments de difficulté, qu'on soit à deux kinés pour réfléchir ensemble dans un cas qui avance pas bien. Mais si tout avance bien, je fais plein de confiance sur les gars. Ils se sont formés avec moi, ils travaillent hyper bien. J'ai une super équipe sur ça. Donc franchement, Mhm. je suis trop content. Mhm. Et voilà, les clients sont contents parce que moi, je suis quand même présent pour si besoin, quoi. Mais la plupart du temps, ça se passe très bien. Allez, trop bien. Et alors, donc, tu fais le bilan de tous tes clients. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble, un bilan type? Donc, c'est que des powerlifters qui viennent chez toi? Ouais, que des powerlifters. Enfin, forcément, à force d'avoir du monde, tes types de clients s'ouvrent un peu. Tu finis par attirer des gens qui font de la muscu, de l'haltérophilie, du street lifting. J'ai eu des rugbyman pro qui se sont blessés sur leur squat et du coup sont venus vers moi pour régler cette partie-là, vu que je suis expert là-dedans. Tu finis par attirer un peu tout, mais en général, c'est des pratiquants de force et de force athlétique, quoi. Mhm. Finalement, Ok. lors du bilan, ben, j'ai envie de te dire, il y a peu de différence avec ce que tu pouvais faire au cabinet. Franchement, en termes d'outils, j'utilise des choses très similaires. Donc, en amnèse, c'est le plus Mhm. important, en amnèse et questionnaire. J'utilise un body chart, j'utilise mes red flags. Il y a juste au niveau du bilan neuro où je suis limité sur les bilans Mhm. de sensibilité, notamment. Donc là, dans ce cas-là, quand il y a de la suspicion de ce côté-là, je renvoie vers un collègue qui est en présentiel et je me mets en contact avec lui. Et je le fais la plupart du temps d'ailleurs. Et après, mobilité, reproduction de symptômes pour voir ce qui reproduit ou pas la douleur. Analyse de technique, charge d'entraînement et voir ce qu'il est en train de faire en réhab, renfo, etc. Donc, c'est prendre un maximum d'informations et à partir de ces informations-là, faire le raisonnement pour voir selon moi qu'est-ce qui pose problème et comment on peut le régler. Mhm. Ok, c'est vraiment. Ouais, c'est exactement la même chose en fait, hein. C'est clair que c'est quelque chose qui serait pas soupçonnable non plus, mais finalement, c'est pourquoi ce serait différent. En effet, comme tu as dit, parce que même les mises en tension neurodynamiques, pareil, c'est faisable à distance. Donc ouais, il y a en soi, c'est pas mal du tout. Ça m'a un peu déstabilisé parce que je viens d'avoir la pièce est tombée, je viens d'ouvrir un monde de réflexion. Je vais te demander, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais nous raconter un cas clinique comme ça, moi, je remets mes idées en place. Un Ouais, cas clinique d'un client intéressant. allez, j'y réfléchis. Ah, pour le coup, c'est surprise, donc j'essaye de t'en trouver un intéressant. En tout Mais cas, il y en a plusieurs. en attendant, Oui, par si exemple, vous voulez écouter le cas clinique de Brian, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi à son Instagram. Il est en description et vous saurez tout de suite le cas clinique une fois que vous serez abonné. ouais, Toujours parfait. passer un CTA. Toujours, toujours. J'ai eu le cas d'un powerlifter. On fait le bilan. On voit qu'au niveau de ses hanches, il a les hanches un peu raides. Il avait des douleurs sur la partie basse du deadlift, sur la partie basse du squat. En termes de charge d'entraînement, il était bien aménagé. Moi, ça ne me paraissait pas énorme. Mais c'est vrai qu'il était sensible au niveau de son dos. Et il avait une compétition dans 2 mois. Il arrivait à presque tout faire sans douleur, dans la vie de tous les jours, sans problème. Même à l'entraînement, c'était que quand c'était sur du lourd. Et en fait, en bilan de ses hanches, il est un peu raide, mais c'est quelque chose qui arrive souvent en power. On met quand même en place quelque chose de ce côté-là en réhab. Au niveau de son dos, il y avait peu de choses qui reproduisaient ces symptômes. Un peu mécanosensible, pas d'autres signes neuro à ce côté-là, pas de trucs qui puent, pas d'antécédents, pas d'autres pathologies, pas vraiment rien. Et c'était vachement mécanique. Et je me suis dit, bon, ben, il doit être un peu intolérant à la flexion lombaire, on va faire des exercices pour ça et on va voir comment ça va. Et il a un peu de mal à mettre en tension sa chaîne poste, il est un peu mécanosensible. Ok, on va travailler sur ça. On travaille sur ça et en fait, il se sent de mieux en mieux, mais c'est vrai que sur du lourd et quand il tire sur la partie basse du deadlift, il a toujours mal. Et la compétition rapproche petit à petit, le stress qui monte parce qu'il a toujours mal. Et vraiment, il nous manquait rien que à enlever la douleur de la partie basse du deadlift. Niveau technique, il a un bon engagement de hanche,
bon maintien au niveau du dos, rien à signaler de ce côté-là. Et sur un entraînement, je me dis, attends, Brian, il était mécano-sensible. Est-ce qu'il n'y a pas des choses de ce côté-là que tu n'as pas loupé d'un point de vue technique? Et je me suis rendu compte qu'il regardait vachement vers le bas sur son deadlift. Moi, j'ai du mal à changer la technique de quelqu'un, ou je ne le fais pas systématiquement, parce que quand on est performant dans une technique, je ne peux pas arriver en tant que kiné et un athlète qui est pris en charge par un coach depuis 6 mois, 1 an, et de lui dire, ta technique ne vaut rien, on va faire ça. Okay, quand c'est des cas extrêmes, et je pense que vraiment c'est en lien avec la douleur de la personne, je peux le faire de façon progressive. Mais là, dans ce cas-là, moi, je le voyais bien au niveau de son dos. Mais regarde vachement vers le bas. Je me suis dit, attends, est-ce que lors du bilan, quand tu as testé sa mécanosensibilité, est-ce qu'il n'était pas empiré par le fait de descendre le regard? Je lui fais remonter le regard, et là, il ne sent plus rien. La réhab n'était pas terminée, il fallait quand même faire du travail de fond. Mais c'est vrai que ça lui a permis de faire la compétition sans douleur. Et nous, en réhab, on a pu la pousser à un niveau un peu plus élevé. Donc, voilà, parfois, c'est des petits changements comme ça qui sont propres à l'expertise du sport et de forcément faire le lien avec aussi toi, ce que tu sais en tant que kiné, qui te permettent de trouver la solution. Mais c'était une solution partielle. Hein. On a fait plein de choses, mais voilà. Ça, c'est vraiment trop cool parce que là, tu vois que tu peux vraiment travailler avec les athlètes main dans la main avec le préparateur physique, le coach sportif. Le coach, ça va vraiment être la technique pure de la discipline. Le préparateur physique qui va faire tout ce qui est renforcement, isolé, etc. Et puis nous, on a vraiment le côté, l'aspect qui pas médical, mais en fait, qui va faire le lien entre ces différents systèmes et finalement, toi, tu es là, ah oui, en fait, là, il a juste quelque chose qui est empiré parce qu'il y a une mise en tension de la moelle épinière. Et ça, c'est des bêtes détails, finalement, qui peuvent passer, qui peuvent échapper. Mais c'est clair que là, c'est un beau cas. En effet, merci pour le partage. Et ici, j'ai vu, donc, tu formes des kinés également. Et j'ai vu que tu faisais donc ton acquisition par Instagram. Donc, tu as 8000 followers pour les suivis réhab et tu en as 1000 ici pour les kinés. Donc, visiblement, ici, tu as des Instagram hyper spécialisés au niveau du contenu et ça t'a permis justement de créer un temps plein en distanciel et d'en vivre avec, entre guillemets, seulement avec moins de 10 000 followers. Ce qui peut paraître complètement fou parce qu'on pourrait se dire, oui, mais pour pouvoir vivre de ton métier, il te faut beaucoup plus, il te faut 3 millions, etc. Tu peux nous parler un peu de ta stratégie d'acquisition sur Insta. Donc, j'ai un peu spoil parce que j'ai dit que tu faisais du hyper spécifique. Mais voilà, tu pourrais développer un petit peu et peut-être donner un conseil aussi pour ceux qui font un peu du contenu au hasard. Tu dois voir de quoi je parle. Ouais. En fait, le nombre de followers, c'est qu'une partie, qu'un paramètre de. Moi, quand il y a des kinés qui viennent vers moi, je me mets en mode aussi raisonnement clinique. C'est quoi qui ne va pas dans leur business? Est-ce que c'est leur modèle? Est-ce que c'est leur contenu? Est-ce que c'est. Voilà, pareil, je fais mon raisonnement clinique à partir de ce qui va, ce qui ne va pas. Finalement, la démarche d'analyse est à peu près la même. Et en fait, le nombre de followers, c'est comme ta mobilité. C'est qu'une partie qui pourrait expliquer ta douleur ou comment tu te sens ou autre. C'est un peu la même chose. Est-ce que je dis que c'est pas important? Non, forcément, ça peut être important. Mais moi, à 8000 followers, j'ai eu des moments comme maintenant depuis à peu près 1 an où ça va très très bien. J'arrive à vivre au comblement de ça et largement. Même, je vis de ça depuis que j'ai 3000. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes avec plus de croissance en termes de followers, mais des périodes en termes de baisse des clients. Il y a un moment où je me suis retrouvé à 15 clients. C'était il y a 2 ans à peu près, où il y a eu une grosse chute d'un coup. Et je me suis dit, attends, est-ce que tu vas pas devoir reprendre peut-être le cabinet? Parce que là, tu es un peu à la limite de je vis de ça. J'ai créé pas mal de revenus sur l'année ou sur les mois précédents. Mais là, c'est en baisse. Si ça continue comme ça, je vais peut-être devoir trouver autre chose. Donc, il y a eu des moments forcément où ça a été plus dur. Mais c'est des moments qui te permettent de dire, OK, le problème, c'est pas le nombre de followers. Il y a peut-être autre chose que tu es en train de refaire mal. Tu remets en question. Tu dis, OK, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de mon business model? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ma communication? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de mon produit? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tu améliores et en fait, ton nombre de followers n'augmente pas. Il n'a pas augmenté pour moi depuis 1 an parce que je ne fais pas du contenu pour ça, pour augmenter, honnêtement. Je fais du contenu pour convertir l'audience que j'ai déjà. Et 8000 followers, enfin, on ne se rend pas compte, mais 8000 personnes qui nous écoutent, c'est énorme. C'est déjà beaucoup, oui. C'est beaucoup.
Et est-ce que moi, j'ai besoin de 1000 clients pour vivre de ça à la fois? Non. J'en ai besoin de 30 si je suis tout seul, 40 si j'ai une équipe 40. Là, par exemple, moi, j'en ai pris qu'une partie parce que j'ai à côté le mentorat aussi pour d'autres kinés. Donc, j'ai décidé de déléguer une plus grosse partie. Mais la plupart des kinés ont l'ambition de le développer sur 15 à 20 suivis. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 000 followers pour ça. Et si tu as une audience à 20 000 followers, c'est probable que tu sois assis sur une mine d'or de ce côté-là. Maintenant, il faut savoir l'exploiter. Et donc, par rapport au contenu hyper spécifique, donc ça fait partie de la stratégie pour avoir des prospects qualifiés. Bon, ça, c'est vraiment du jargon. Ouais. Pour avoir des gens qui sont susceptibles de devenir tes clients, justement. Tu peux nous expliquer, justement, pourquoi est-ce que tu fais pas pauvre, tu t'entraînes au deadlift, mais tu as mal au dos, un truc comme ça? Ouais, en fait, le but du contenu, ça doit être de te trouver des clients pour maintenant ou pour le futur, soit sur le court terme, soit sur le long terme. Donc, pourquoi pas faire des stratégies plus de croissance pour attirer des personnes sur ton compte et petit à petit faire augmenter leur niveau de conscience. C'est-à-dire qu'au début, les gens, ils s'abonnent à ton compte en pensant qu'ils vont trouver une solution rapide. Mais si les gens, ils restent là en bas et tu continues de leur donner des solutions rapides, ils vont rester là. Personne ne va voir l'intérêt de prendre le suivi. Parce que je me suis abonné à ton compte pas au tien, Mathieu, mais je me suis abonné au compte de l'autre kiné pour trouver des solutions rapides. Donc, si je ne sors pas d'ici, jamais je serai au bon moment de me dire, OK, il me faut travailler avec Mathieu. Il me faut une solution qui est payante, qui va sûrement me demander des efforts, du temps, de l'implication et de l'investissement aussi. Le but, c'est que les gens arrivent à ce point-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens qui sont déjà à ce point-là, qui ont déjà essayé le fait de chercher des exercices sur la réseau, qui ont déjà essayé des solutions rapides, la glace, le repos, tout ce qu'on connaît et on sait que c'est des solutions rapides qui ne marchent pas. Ou des gens qui ont essayé d'autres méthodes et peut-être il leur faut la tienne. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont déjà prêts à ça. Si toi, via ta communication, tu te diriges à cette personne-là et que Instagram, un jour, il te met devant une personne qui est dans ce cas-là et qu'elle commence à interagir avec ton contenu, qu'elle commence à consommer ton contenu, petit à petit, Instagram, il va comprendre qu'il faut te mettre en avant de ces personnes-là. Et il va te mettre en avant d'autres. Si cette personne-là, il s'appelle Jean, il va te mettre en face d'autres gens. Il va commencer à te montrer à d'autres gens. C'est le but. C'est comme ça que, peut-être avec très peu de vues, tu arrives à vendre. Parce que les gens que tu attires sont à ce point-là de me dire, moi, j'ai déjà essayé tout ce que Brian me dit, ça ne marche pas. Ne fais pas ça parce que ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher dans ton cas ou ça ne va pas être suffisant. Il faut que tu fasses ça plutôt. Cette personne-là, elle comprend déjà. Ni trop tôt, ni trop tard. Il y a des gens qui sont dans un niveau de conscience qui est encore trop bas. Ils pensent que le fait de faire, les exos magiques sur Instagram, ça va soulager leur douleur. Ces personnes-là, elles ne sont pas au point. Donc, soit toi, tu fais le travail de dire, j'attire ces personnes-là et je les amène à ce point-là de niveau de conscience. Et là, bon courage, il va falloir faire beaucoup de travail. Soit tu dis, j'arrête de cibler cette masse-là, qui est la majorité d'ailleurs, et je commence à cibler la minorité qui a déjà compris ce qu'il faut. Donc, moi, je préfère ça. En fait, là, on voit que les algorithmes sont tellement raffinés qu'en effet, c'est presque devenu, je ne vais peut-être pas dire facile, mais c'est simple, en tout cas. Pour la nuance, on expliquera une autre fois. Mais du coup, c'est pas compliqué comme construire une fusée. C'est simple au niveau de la technique, puisque tu as les algorithmes qui sont vraiment favorables. Et une fois que tu as compris comment les utiliser, eh bien c'est beaucoup plus simple. Et même au niveau des ads, je sais que les algorithmes au niveau des publicités sont beaucoup plus ciblés, beaucoup plus puissants maintenant. Mais il me semble que je n'ai pas vu que tu faisais de Facebook Ads. Non, pas de Facebook Ads pour moi. J'en ai fait sur le compte Rehab sur une période où j'aurais pas dû en faire d'ailleurs, parce que mon organique n'était pas bon. Là, je vais commencer à en faire sur mon compte pour les kinés. Peut-être j'y reviendrai sur les ads pour le compte de Rehab, parce que là, l'organique était vraiment bon. Pour moi, les ads, c'est à faire quand tu as un contenu organique qui est déjà très bon. Parce que les ads, en fait, ça va te servir. Tu as déjà le filtre. Ça va te montrer à plus de monde, mais ton organique que tu vas mettre en ads, il va faire un filtre. En fait, c'est le but, c'est que ça fasse une filtre. C'est pas le but des ads pour moi, c'est pas d'être montré à la plus grosse quantité de gens possible et d'attirer cette plus grosse quantité de gens possible, mais de attirer forcément,
mais en faisant un filtre. Pour moi, le but, c'est ça. Mhm. C'est Ok. pour ça que maintenant, je filtre assez déjà sur mon contenu pour le compte pour les kinés. Donc, pour moi, ça a du sens de commencer à mettre des ads. Ok. Ouais, je vois. Et du coup, toi, tu es vraiment dans une optique. En fait, tu convertis directement sur Instagram. En fait, t'as pas de site. Tu fais tout comme ça. Ouais, les gens sont en contact avec moi. D'accord. Et tu fais quand même tu fais quand même un appel de vente, en fait, ou t'as directement, t'envoies un lien de paiement par Instagram? Pour la réhab, j'ai fait de tout. Honnêtement, j'ai Mhm. fait de tout. Pour la réhab, là, je suis débordé, je ne peux pas faire d'appel de vente. Mhm. Du coup, je filtre et je qualifie avec questionnaire ou Mhm. par DM. Si j'arrive Ouais. à qualifier par DM, je fais par DM. Si je fais sur questionnaire, c'est mieux parce que comme ça, la personne le remplit. J'échange avec la personne en DM, qu'elle m'explique plus en profondeur sa problématique pour m'assurer que je peux l'aider. Si je vois que je peux l'aider, qu'elle qualifie avec le questionnaire, je lui propose à ce moment-là de rejoindre l'accompagnement. Je lui explique très rapidement comment on fonctionne. Franchement, ça peut être des vocaux de 30-40 secondes. Parce que la personne, déjà, elle voit les résultats que tu as. Mhm. Tu n'as pas besoin de lui dire je fais des retours tous les jours, tu as un programme où tu vas voir les vidéos ou autre. Mhm. C'est Il est déjà accompagnement complet convaincu. pendant. Voilà, c'est accompagnement complet pendant 3 mois. On met en place tout ce qu'il faut pour que tu atteignes cet objectif-là. Point. Si après la personne elle a une question, forcément, après c'est clarifié, d'accord. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas, généralement. Donc je vends directement en DM pour la réhab. Pour les kinés, c'est différent. Je fais un appel. Je ne sais pas s'il appelait un appel de vente ou pas, parce qu'il y a des kinés qui viennent à un appel et finalement c'est un appel où j'apporte de la valeur. Et Mhm. parfois, il rejoint l'accompagnement, parfois pas. Parfois, je ne pro. Là, j'ai eu un appel avec un kiné. Je lui ai dit, mec, rejoins pas l'accompagnement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu n'es pas Mhm. encore à ce point-là pour rejoindre l'accompagnement. Là, ce qu'il te faut, c'est regarder mon contenu gratuit de YouTube. Et Mhm. déjà, ça va te faire avancer. Et quand on sera à ce point-là, on parlera de l'accompagnement. Donc, voilà. Ouais. Allez, c'est vraiment une chouette façon de faire parce que c'est clair que quand on voit un peu de contenu business, on peut avoir soit la folie des grandeurs, soit commencer à se dire, enfin, il y en a qui font de tout, hein. J'imagine que tu as vu autant de pubs que moi. Enfin, il y a des trucs qui sont moins éthiques que d'autres. Et du coup, c'est clair que là, te dire que tu signes pas comme ça systématiquement et que tu prends vraiment que des personnes qualifiées pour être sûr de leur apporter la vraie transformation que tu promets, ça, c'est clair que ça fait plaisir à entendre et même c'est inspirant, ça donne envie d'apporter autant via tes accompagnements, enfin, je trouve que c'est un chouette modèle, c'est inspirant. En tout cas, franchement, merci d'avoir partagé tout ça. Euh, Là, tout de suite, je voulais te demander une dernière chose. Est-ce que, avec ta posture sur Internet et avec le fait de vendre des accompagnements à des kinés, tu as fait face à des critiques et comment est-ce que tu les as gérés, les fameux mauvais commentaires qui pourraient faire peur justement à ceux qui voudraient se lancer? Forcément, hein, sur le compte Réhab, j'ai eu des critiques. Sur le compte Kiné aussi, il y a des gens qui n'adhèrent pas avec ta méthode. Il y a des gens qui se disent le mec, il vend la merde. Tu sais, moi, je sais ce que je fais. Je vais me coucher tous les jours content de ce que j'ai fait et de ce que, pas seulement ce que j'ai gagné, mais ce que j'ai fourni au monde. Mhm. Je suis tranquille avec moi-même. J'ai l'esprit tranquille, la conscience tranquille sur tout ce que je fais. Mes clients sont contents. J'ai des. Enfin, sur la réhab, maintenant, j'ai même plus trop besoin de communiquer, même si c'est pas ce que je conseille. Mhm. Parce que j'arrive à attirer des clients grâce au bouche-oreille, ça veut dire que ça marche très bien et que les gens sont super contents. Je compte faire pareil sur les kinés si un jour, enfin, c'est le cas et j'arrive à développer tellement le bouche-oreille que c'est le cas et c'est le but. Et ça passe par toi donner un bon service et par tout simplement donner les résultats et mettre en place tout ce que tu peux pour aider les gens. Si Mhm. toi, tu agis depuis ce côté-là, ce que va te dire un mec à l'autre bout de la France que tu ne connais pas, que tu ne connaîtras probablement jamais, et que c'est un mec avec la photo de profil anonyme, je pense que tu devrais t'en taper parce que tu vas te coucher content de ce que tu as fait tous les jours. Et ça, c'est le plus important. Je pense qu'on ne peut pas se mentir soi-même. Mhm. Il y a des gens sur les réseaux qui peut-être arrivent à mentir aux autres, à leur vendre de la merde, mais à eux-mêmes, ils sont incapables de se mentir. Et je pense que ça doit être très dur de se coucher tous les soirs avec la conscience de j'ai vendu quelque chose qui n'est pas bien. Moi, mon but, c'est ça. C'est de me dire tous les jours, que ce soit en réhab, que ce soit avec une vidéo que je pose gratuite, que ce soit avec l'accompagnement pour des kinés, je dois aller me coucher avec la sensation, et une sensation réelle de je suis fier de ce que j'ai fait. Et à ce moment-là,
ce que puissent dire les autres, c'est du bruit, honnêtement. Top, franchement. Merci beaucoup pour les conseils, même au niveau des critiques, parce que ça, c'est clair, ça peut être un gros stress, hein. Internet est une vraie jungle. Même moi qui me suis exprimé sur la niche du mal de dos, mais pour les particuliers, pas pour les kinés à un moment donné. C'est clair que j'ai eu droit à des commentaires de Germaine, mais je me disais, mais waouh, elles sont folles en fait. Je ne comprenais pas comment est-ce que. Enfin, ça a été je suis sorti de ma grotte à ce moment-là, je me suis rappelé que Internet était vraiment une jungle. Et du coup, à ce niveau, c'est clair qu'il faut pouvoir dépasser ça, pas y accorder trop d'importance, parce que finalement, l'avis de ceux qui importent, c'est ceux qui ont osé passer leur carte, c'est eux qui te font confiance. Ceux qui n'achèteront jamais, bah, finalement c'est pas le genre de personne que tu dois convaincre que tu es un expert dans ton domaine. Ici, on touche tout doucement à la fin, mais je voulais te demander avant s'il y avait un sujet qu'on n'avait pas abordé, quelque chose d'important que tu voudrais couvrir avant qu'on termine. Non, pour le coup, non, mais je pense qu'on a dit pas mal de choses et on a évoqué pas mal de fois le fait de agir bien, fais quelque chose de bien parce que c'est comme ça que tu es présent sur le long terme et que les gens aussi t'apprécient sur le long terme. Mais encore plus important, c'est toi, te dire, putain, j'ai fait quelque chose de bien. Ça veut dire que moi, j'ai de la valeur parce que je fais quelque chose de bien. Tous les jours, je fais de mon mieux. J'agis depuis ma meilleure version. Et c'est comme ça que petit à petit, tu gagnes aussi confiance. Moi, quand je me suis lancé, j'avais aucune confiance déjà en mes capacités, en termes de communication. Je ne suis pas francophone de base. Il faut savoir que quand je parlais en cours, on comprenait tellement mon accent que j'avais un énorme complexe par rapport à ça. Mhm. Ça m'a beaucoup freiné. J'avais pas de confiance en moi. Je me suis dit, est-ce que je vais être la personne? Je suis pas un bon athlète non plus en powerlifting. Est-ce que les gens vont m'écouter? Et en fait, tu te prends pas trop la tête. Tu te dis, OK, je laisse ça de côté. Ça, c'est des choses que je peux peut-être pas changer de suite, mais je vais agir avec la meilleure des intentions pour aider ce type-là de personne. Au-delà du fait qu'il m'achète ou pas. Mhm. Mais tout leur donner pour agir depuis ma meilleure version et apporter un maximum d'aide. Quand tu commences à agir comme ça, tu commences à toi-même augmenter ta perception de ce que tu vaux. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, ben, en fait, oui, j'apporte beaucoup de valeur, donc j'ai pas de problème à vendre parce que je sais que la valeur qu'il va y avoir derrière, elle sera énorme. Si toi, tu fais ça dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans tes relations, dans le travail, dans ton contenu avec tes clients, je ne vois pas comment ça peut mal se passer. Agir depuis la responsabilité de chacun envers soi-même et d'agir depuis la meilleure version, au-delà de ce que ça puisse t'apporter en termes de clients. Je pense que c'est le plus important et les résultats, c'est une conséquence. Quand tu agis comme ça, ce que se disent les autres, que ce soit tes proches, d'autres kinés, des gens sur les réseaux, c'est minuscule. Et Mhm. moi, finalement, je ne retiens rien de ce côté-là où je finis par ne même pas le voir. Je le vois en Mhm. notification, mais ok, pas grave, c'est Mhm. tout. Top, c'est vraiment un super état d'esprit. C'est vrai que ça contraste vraiment avec tout ce qui est nivellement par le bas. 10 sur 20, c'est réussi, etc. Ne te pousse pas trop, trouve un job planqué, etc. Et même au niveau, en dehors de l'aspect financier, comme tu as dit, même au niveau familial, en fait, ou au niveau même relationnel avec des amis et tout, bah là, c'est clair que c'est encore quelque chose là où tu te dis, bah voilà, moi j'ai donné mon max, je peux pas m'en vouloir, je peux me regarder devant la glace. Et du coup, derrière, tu as un petit peu cette mentalité, cette ambition finalement. C'est un peu ça qui manque, je trouve. Et on commence à revoir des gens qui veulent avoir de l'ambition dans plusieurs domaines de leur vie, pas seulement financier. Et je trouve que ça, c'est vraiment plaisant. On sort du tiède, du fade, du 10 sur 20. Et je prends toujours cet exemple parce qu'en fait, tu te dis, mais 10 sur 20, c'est validé. C'est un coup de bol. C'est pas réussi 10 sur 20, c'est un coup de bol. Réussir, ça devrait être 15. Enfin, mais bref, c'est un débat. Et après, bon, tout n'est pas qu'une note, hein, mais voilà, c'est un peu là-dessus que je voulais rebondir avec ce que tu viens de dire. Bah, franchement, encore un tout grand merci d'avoir accepté l'invitation et franchement, pour ce que tu as raconté, ça valait vraiment le coup. Donc, tout le monde pensera bien te remercier dans les commentaires pour bien stimuler la vidéo à remonter. Et donc, évidemment, dans la description, il y a le lien de ton Instagram. Est-ce que tu as une chaîne YouTube, j'ai entendu? Ouais, j'ai une chaîne YouTube aussi.
Ok, bah, ce sera également dans les liens juste en dessous. Si vous voulez suivre le travail de Brian, n'hésitez pas, foncez. Et c'est vrai que c'est vraiment du super contenu, très intéressant. On en apprend beaucoup. C'est des jolies stories aussi. C'est un détail, mais les stories sont esthétiques. Ça n'a l'air de rien. Et finalement, bah, voilà, si vous êtes aussi intéressé par mon travail, n'hésitez pas. Tous les liens sont en description. Encore un tout grand merci pour la dernière fois. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et je te laisse saluer l'audience. Ouais, merci à toi Mathieu, merci à l'audience et bravo à ceux qui ont retenu l'attention jusqu'à là. Il faut féliciter les gens de écouter quelqu'un parler pendant 54 minutes. C'est pas facile de nos jours. Vous avez du mérite, les gars. Donc, voilà, exactement.